L'Ukraine s'enhardit. Il y a beaucoup de vidéos qui l'illustrent. Regardez la vidéo qui va suivre. Xavier Titelman est avec nous parce que vous serez très important pour la commenter. Bonsoir, merci beaucoup Xavier Titelman d'être là. Merci. La vidéo qui suit, il faut en parler avec prudence parce qu'on n'arrive pas précisément à la dater, à la situer, mais elle montre une scène qui est tout à fait inouïe, où on va voir, ça c'est celle que vous avez apportée, ça c'est l'autre vidéo, hein, on va voir un tir sur des drones Shahed depuis l'hélicoptère, chose qu'on n'avait jamais vue avant. On va la passer, j'aimerais que vous la commentiez. Non, a priori, on est sur la porte latérale d'un hélicoptère de type Mi-8 et on voit au fond, alors on le distingue difficilement, mais quand on fait des images par image, on voit que c'est un drone Shahed. Donc déjà, on a l'authenticité de cette vidéo qui est confirmée par le type de drone qui est en vol et ils vont l'aligner avec certainement un fusil mitrailleur, ça doit être du calibre 12 quelque chose, et avec seulement quelques coups, ils vont réussir à l'intercepter. Mais on sait en réalité que c'est une méthode relativement habituelle pour les Ukrainiens parce qu'ils se vantent de réussir à faire ce type d'opération depuis un certain temps. Ça, c'était la deuxième vidéo que j'avais vue. Alors restons d'abord sur cette vidéo, Xavier Titelman. Au passage, vous êtes brillantissime sur ce qui vole, mais alors là, le vrai spécialiste des fusils, il est à ma droite, c'est Goya. C'est quoi comme arme? C'est Mac 58, c'est du 762 mm a priori. C'est même sûr. C'est du 762 mm. Voilà, vous faites une très bonne équipe tous les deux là. Vous pourriez gagner une guerre à vous deux. Enfin, on peut tirer avec un fusil de tireur d'élite aussi. Voilà, on a des images similaires dans la mer Rouge où un hélicoptère français a battu un drone. Exactement. Et j'allais dire également, les Ukrainiens, ils se sont entraînés par le passé. Et là, par contre, on a des vidéos depuis très longtemps sur cette méthode en particulier, y compris avec des petits avions Yak-52 non armés sur lesquels on a la place arrière qui est censée être pour l'élève, sur lesquels ils ont le même type de mitrailleur, et ils ont vraiment un fort taux d'efficacité. Parce que la difficulté, c'est évidemment que les Ukrainiens, ils utilisent leurs missiles de défense aérienne avec parcimonie, ça coûte cher, on ne leur donne pas suffisamment, donc eux, ils trouvent des moyens alternatifs de réussir à intercepter ces drones kamikazes que la Russie tire à peu près à un rythme qu'on estime à 50 c'est 50 tous les 2 jours qu'on observe en moyenne sur le territoire ukrainien. Et ils ont maintenant revenu à des taux d'interception qui sont au-delà de 90% depuis 1 mois et demi, 2 mois. Donc c'est certainement aussi grâce à ces méthodes alternatives qu'ils arrivent à revenir à des niveaux de protection de leur pays qui sont élevés. La question tout à fait candide, le drone vole si lentement, enfin tout est relatif, à quelle vitesse ça va un drone comme ça? Non, c'est des drones à hélice, donc ils sont à moins de 250 km/h et c'est la vitesse de croisière d'un hélicoptère quand lui il booste un petit peu. Donc ils peuvent voler exactement la même vitesse d'un à côté de l'autre. Par contre, il y a certains autres types de missiles, des missiles KH-101 par exemple, eux ils pourront plutôt voler à 800 km/h et là ils ne pourraient pas l'intercepter avec un hélicoptère. Tout le monde veut vous poser des questions, la séquence suscite des passions, alors dans l'ordre. Oui, en fait, le problème c'est qu'il y a sans doute plus de drones que d'hélicoptères, donc ça c'est efficace tant que l'attaque n'est pas trop massive. Bien sûr. Alors après, les drones russes arrivent souvent en essaim, c'est-à-dire que vous en avez souvent 5, 6, 8 qui vont arriver en même temps vers une cible. Donc si par bonheur, il y a un hélicoptère qui est disponible et qui peut décoller, on peut imaginer qu'il va être capable, pendant 1 heure, de suivre ces drones. Ces drones, ils vont faire parfois des centaines et des centaines de kilomètres de parcours sur le territoire ukrainien. Donc si l'hélicoptère a suffisamment de munitions et suffisamment d'essence, lui aussi il peut les suivre pendant 1 heure ou 2 et je suis certain qu'ils peuvent en intercepter de cette manière-là la totalité de l'essaim. Mais évidemment, s'ils ont que 5 minutes et qu'il y a 10 drones avant d'arriver sur l'objectif, là ils pourront certainement pas tous les intercepter et là il y aura la défense au sol avec les missiles en particulier, mais qui coûtent plus cher, qui pourra être utilisé en complément. Oui, donc ce drone, j'imagine qu'il avait un objectif et que l'objectif c'était qu'il détruise son objectif, mais là il va tomber quelque part. Qu'est-ce qui va se passer quand il va tomber? Est-ce qu'il ne va pas aussi détruire potentiellement un dommage collatéral, comme on dit, civil, de la même façon que quand la défense aérienne abat des missiles, eh bien parfois il y a des débris de missiles qui tombent sur des immeubles. Bien sûr. Non, il y a des retombées. Alors, sur les images qu'on a, il y a parfois le drone qui explose. Là, en particulier, c'est vrai qu'il n'explose pas. On le voit qui tombe en lâchant un panache de fumée. Potentiellement, il peut retomber sur un environnement civil. Mais il faut quand même être clair, l'Ukraine, quand on s'y promène, on voit que c'est 90% de champs et d'environnements qui sont quand même relativement sécurisés.
alors qu'il y a de très très grandes chances que ce drone visait un environnement civil, que ce soit un hôpital, une école ou une centrale électrique. De toute façon, malheureusement, si ça doit tomber sur une ferme, et quand on zoome sur la vidéo et qu'on la noircit un petit peu, on voit qu'on est vraiment au milieu des champs. Donc je ne sais pas s'ils font leurs opérations spécifiquement en endroit où il n'y aura pas de risque au moment de la retombée, mais là, a priori, il n'y a pas de problème. Sur l'inventivité, c'est fascinant, parce qu'effectivement, on sait que ces drones Shahid ont des conséquences considérables livrés par l'Iran, etc. Or, là, on voit une inventivité qu'on ne connaissait pas. On voit surtout l'importance incroyable qu'a pris le drone dans les guerres d'aujourd'hui. Enfin, Michel Goya me contradira sans doute pas, mais il y a 20-30 ans, les drones n'avaient pas une telle importance dans les conflits. Et ce qui est incroyable aujourd'hui, c'est qu'on a démarré cette journée sur votre antenne, d'ailleurs, avec cette photo incroyable d'un drone détruit en plein vol au Proche-Orient. Vous avez diffusé cette image incroyable et on la termine avec ce drone russe détruit en direct. Donc le drone est vraiment devenu l'arme des conflits d'aujourd'hui, sans lequel on ne peut pas, les armées ne peuvent pas s'en sortir. Oui, juste un mot, le général Sierski disait récemment qu'il y avait eu 13 000 drones Shahed lancés sur l'Ukraine. Ouais. Presque 10 000 missiles balistiques ou de croisière, beaucoup plus puissants, et 13 000 Shahed lancés sur l'Ukraine, dont les 2 tiers avaient été éliminés. Au passage, oui, en termes d'inventivité, je crois que Xavier le disait tout à l'heure, vous sortez un Spitfire, un vieux avion à piston, il est idéal pour attaquer les drones, parce le problème du drone, alors c'est sans problème, c'est qu'il est lent, mais c'est aussi un avantage face à des avions de combat modernes qui sont trop rapides en fait. Et donc sortir des vieux avions à piston, c'est innover. Les vieux avions de la Seconde Guerre mondiale pourraient être utilisés. De la même façon que les Spitfire détruisaient les V1. Qui ressemble un peu aux drones Shahed, les V1 pendant la Seconde Guerre mondiale. Un mot encore, court s'il vous plaît, Xavier Titelman. L'autre vidéo, c'est celle que vous nous avez apportée, vous, qui est aussi parlante, parce que cette fois, je crois que c'est un tir carrément depuis le cockpit. Là, on est dans le cockpit, donc encore une fois, on est dans un Mi-8. Là, c'est le gunner central qui est dans l'axe entre les pilotes. Et là, il va également tirer sur le drone Shahed. Et là, ça va rassurer Samantha, le drone explose bien en vol, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de retombées, ou en tout cas des retombées, ce seront des morceaux de métal. Mais également, pour abonder ce que venait de dire Michel à l'instant, Michel Goya, l'Ukraine utilise des Yak-52, c'est-à-dire des avions conçus dans les années 40 et produits à partir des années 50. Ils les ressortent du placard et effectivement, ils vont les tirer. Donc là, on a le gunner qui va commencer à tirer. On voit quelques douilles qui commencent à sauter sur le côté. Et dans l'axe, on va voir l'explosion qui va arriver dans quelques secondes. Là, on voit qu'il commence à viser, on voit qu'il commence à tirer. Et après quelques rafales, ça va relativement vite. Mais ce qui est aussi étonnant, c'est leur capacité à le faire d'une manière efficace, parce qu'ils ne consomment pas tellement de munitions par rapport à la difficulté que ça peut représenter de toucher une cible comme ça dans le ciel. Merci beaucoup, merci infiniment, Xavier Titelman, merci beaucoup. L'Ukraine avance en Russie. Je rappelle, n'est-ce pas, à quel point on vit des heures historiques, parce que il était inimaginable il y a encore quelques semaines qu'on pénètre à l'intérieur de la Russie. Très peu l'avaient prévu, sauf quelques-uns, dont... Et je me permets de souligner, parce que c'est vraiment à dire, tout à l'heure je parlais des erreurs que tout le monde peut commettre, là vraiment c'est une prévision tellement exacte que vous donniez, et ça n'est pas fini. Écoutez Volodymyr Zelensky, il revendique encore plus de kilomètres gagnés. Je viens de parler au commandant en chef, Oleksandr Syrski, et il y a des avancées de nos troupes dans la région de Koursk, de 1 à 3 km. On a pris le contrôle de 2 villages de plus. Des combats actifs sont en cours dans un autre village. Voilà, alors il y a la question des kilomètres, on peut peut-être voir la carte, cette zone en bleu, c'est 1000 km² où on est, on disait 1000, 1200, voilà. Est-ce que c'est une question de kilomètres ou est-ce que c'est bien davantage une question, disons, de symbole, de renversement complet ? C'est toujours compliqué, même à ce stade, après 2 semaines et demie, de dire clairement quels sont les objectifs de l'Ukraine. C'est vrai qu'on a Volodymyr Zelensky qui a pris la parole et qui a expliqué que, par exemple, cela permettrait de créer une sorte de zone tampon dont Vladimir Poutine lui-même parlait lors du début de l'offensive au mois de mai dans la région de Kharkiv. Et je pense qu'il a rajouté un nouvel élément qui est tout à fait juste et à mon avis tout à fait honnête, c'est que la Russie, on le sait, s'apprêtait à potentiellement créer un autre axe d'attaque, d'incursion en Ukraine, d'invasion même, depuis justement la région de Soumy. Et aujourd'hui, Zelensky a expliqué que cette attaque a permis de mettre un terme à une potentielle opération militaire dans la région et dans la ville de Soumy, parce qu'il y avait une véritable menace. On parle d'une ville qui est quand même grande, je ne sais plus quelle est exactement la population de Soumy, mais qui se situe pas très loin de la frontière, qui était sous le risque d'être
bombardés, pilonnés, comme c'est le cas des villages dans la région de Soummé d'aujourd'hui. Et donc, on ne sait toujours pas quels sont les objectifs exacts, mais c'est ce que disent les Ukrainiens. Je vous trouve trop occidentalisé. Vous avez l'air prudent, vous dites un petit peu, voilà, comme les commentateurs de l'Europe de l'Ouest. J'essaie d'être objectif sur la situation. Vous êtes trop occidentalisé. On voit à quel point en Ukraine, pendant ce temps, il y a une sorte de jubilation. Regardez cette image dans la région de Koursk, il brûle un drapeau Z, évidemment, symbolisant pour la Russie, hashtag pour la Russie, et l'autre, c'est on ne laisse pas tomber les nôtres. C'est la phrase principale des Russes. On a des centaines d'images de ce genre qui marquent une espèce de jubilation ukrainienne. Quoi qu'il arrive, vous avez raison d'être très rationnel, mais quoi qu'il arrive, pénétrer sur le territoire russe, défier Poutine, et avec tout ça, montrer que ces fameuses lignes rouges n'existent pas vraiment, pour l'instant, il y a ce moment de jubilation. Oui, parce que la dimension symbolique de cette attaque terrestre, elle est considérable. La dernière fois qu'une puissance nucléaire a vu des troupes ennemies sur son sol, c'était en 1982. Samantha s'en souvient sûrement, c'était dans les Falklands. C'est quand les Argentins ont voulu récupérer les Malouines aux Britanniques. Alors, je vous avertis tout de suite, Goya va vous corriger, parce qu'en 69, il y a eu... Non, c'est la dernière fois. La dernière fois. Je n'ai pas dit la dernière fois. Et honneur à Margaret Thatcher, qui a montré qu'une puissance occidentale savait encore se défendre face à l'Argentine. Voilà. Mais il est heureux de réhabiliter Margaret Thatcher, on ne fera jamais assez. Mais ça nous éloigne du sujet. Mais ce qui se passe effectivement, c'est que le message pour les Occidentaux, il est clair. D'ailleurs, Zelensky l'a dit devant les ambassadeurs en début de semaine. Nous avons besoin de pouvoir frapper la Russie en profondeur, et ce n'est pas dangereux, puisque même quand nous faisons entrer nos troupes, il n'y a pas d'escalade. Il n'y a pas de riposte, et encore moins de riposte nucléaire.